Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Frédéric Guittard. Le Mans, en juillet 2015. Frédéric Guittard, 51 ans, est découvert le corps criblé de balles dans son appartement saccagé. Et ça n'est pas tout. Il est attaché à un radiateur, à moitié nu, le pantalon baissé aux chevilles. Pourquoi une telle mise en scène ? Ancien cadre d'un célèbre groupe de fabrication de rillettes artisanales, c'est un notable de la ville. Alors ce meurtre incompréhensible secoue la région tout entière. Rapidement, les soupçons se portent sur son ex-femme, Touria, avec qui il était en conflit pour des questions d'argent. Mais l'épouse délaissée a un solide alibi. Alors, qui aurait pu lui en vouloir au point de le tuer si sauvagement ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Lundi 29 juin 2015, dans le centre-ville du Mans. Deux individus pénètrent dans un immeuble. Ils enfilent des gants. Ils sonnent à la porte d'un appartement. Un homme leur ouvre. Aussitôt, les deux visiteurs se jettent sur lui et le menacent avec une arme. Puis ils tirent une balle à bout portant. La victime perd beaucoup de sang. Elle titube sur quelques mètres et s'écroule entre la vie et la mort. Les malfaiteurs, eux, s'enfuient sans laisser la moindre trace. C'est le début d'une enquête aux multiples rebondissements qui va révéler des jeux de manipulation perverses et des liaisons dangereuses. Le Mans, la ville des passionnés de sport automobile. C'est la capitale des grands prix. Mais en dehors des courses, la vie des habitants est paisible. Et ils sont loin d'imaginer qu'une affaire criminelle hors norme est sur le point de secouer toute la région. Le Mans, c'est une petite ville de province, une ville moyenne. Jonathan Proust, avocat des parties civiles. Il y a environ 200 000 habitants, avec une agglomération assez rurale. C'est une ville sans histoire. La ville du Mans est surtout connue pour la célèbre course des 24 heures du Mans. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et aussi pour ses traditions culinaires, et notamment les fameuses rillettes du Mans, qui sont quasiment aussi connues dans le monde que la fameuse course. C'est ici que Frédéric Guittard et son épouse Touria se sont installés à la fin des années 80. Ils ont alors 25 ans et Frédéric a une offre alléchante, intégrer une entreprise de charcuterie spécialisée dans les rillettes artisanales. Le couple quitte alors la Bretagne et se lance dans l'aventure. Tout leur réussit. Ils se marient en 1996. Lui gagne bien sa vie et la famille s'agrandit. La famille Guittard, c'est une famille heureuse et qui ne s'en cache pas. Sofiane Aïssaoui, journaliste. Ils vivent plutôt confortablement. On a Frédéric, on a Touria, leurs deux filles, Mélissa et Salomé. Touria, épouse Guittard, c'est plutôt une belle femme. Elle a ce charme de l'Orient, ses longs cheveux bruns, cette peau cuivrée. En fait, on la croise dans la rue, on la remarque. Touria quitte son travail de vendeuse pour élever leurs enfants, ce qui permet à Frédéric de se consacrer pleinement à ses ambitions. Frédéric a eu un parcours éblouissant, un vrai self-made man. Il va s'investir dans une société dans l'agroalimentaire jusqu'à atteindre un poste de directeur commercial où il va prospérer. Ça lui permet de gagner environ 8 000 € par mois, de subvenir aux besoins de toute sa famille. Sans être véritablement un notable au sens chabrolien du terme, il appartient un petit peu à cette bourgeoisie de province qui vit confortablement. Et la famille mène la grande vie. Villa avec piscine, réception mondaine, les Guittard deviennent des notables de la région. Un bonheur sans nuages.
C'est un couple qui profite de la vie. Ils reçoivent très régulièrement. Jean-Philippe Pelletier, avocat des parties civiles. Ce sont des réunions entre copains avec des derniers verres qui suivent des derniers verres qui suivent des derniers verres. Le champagne coule à flot quand ils organisent des soirées. Cécilia Rançon, journaliste spécialisée en criminologie. Et c'est vraiment l'endroit où on aime aller pour passer un bon moment. Mais au fil du temps, le couple s'éloigne. En 2013, après 25 ans de vie commune, Frédéric et Touria préfèrent se séparer. Ils ont 2 enfants, Mélissa qui a 17 ans et sa sœur Salomé, âgée d'à peine 12 ans. La même année, Frédéric change de vie. Il quitte son travail avec une belle indemnité de départ et il s'installe dans un appartement du quartier huppé du centre-ville. Tout ça se passe en bonne intelligence. Les filles vivent en alternance chez leur père ou chez leur mère. Donc c'est un couple qui est séparé, mais qui, de l'extérieur, donne l'image d'une famille qui s'entend à merveille. Des parents qui restent proches pour les enfants. Et pourtant, la famille est loin d'imaginer que sa vie va basculer. Lundi 29 juin 2015. Mélissa a maintenant 19 ans. Comme chaque week-end, elle rentre d'Angers où elle suit des cours à la fac. Elle vient de passer 2 jours chez sa mère. Et ce lundi, elle a rendez-vous chez son père. Cette journée va se transformer en cauchemar. Alors ce 29 juin 2015, on est un lundi et Mélissa elle a rendez-vous avec son père. Elle est accompagnée de sa meilleure amie et donc elle va sonner à l'interphone. Étrange, pas de réponse, alors que son père est supposé être sur place. Mélissa s'inquiète. Elle avait rendez-vous à 17h avec son père et il prévient toujours en cas de retard. Il s'avère qu'elle a le pass, donc elle ouvre la porte d'entrée en bas, elle monte. Elle essaye d'ouvrir la porte puisqu'elle a les clés. Et là, elle voit que ça bloque. Il y a un meuble ou quelque chose qui coince l'entrée de la porte par l'intérieur. Donc elle insiste un petit peu, elle parvient finalement à ouvrir la porte. Et là, ce qui s'offre à elle, c'est véritablement un spectacle d'horreur. La pièce est ravagée, Vous avez des plantes sans dessus-dessous, jetées au sol. Il y a du sang sur les murs, il y a du sang sur le sol. Au fond de la pièce, couché sur un radiateur, au loin, il y a quelqu'un qui est à demi nu, allongé sur ce radiateur. Elles vont se rendre compte que c'est bien le corps de Frédéric qui est là. Il a le pantalon baissé, on peut même découvrir son sexe. Et il présente plusieurs traces de sang, comme s'il avait pris des coups au visage. En tout cas, il est totalement inanimé. Elle ose même pas s'approcher de lui. Elle est dans tous ses états, totalement tétanisée par la situation et cette scène épouvantable qu'elle vient de découvrir. Elle sort de l'appartement, elle fait les 100 pas, elle est complètement anéantie. À ce moment-là, elle ne sait pas si son père est vivant, s'il est mort. En état de choc, le souffle court, Mélissa appelle les pompiers. Son père est inconscient sur le sol, baignant dans son sang. Elle les implore de venir l'aider au plus vite. Les pompiers vont très rapidement arriver sur place, vont s'approcher du corps de Frédéric. A priori, il est là depuis plusieurs heures. Ce sont les premiers constats de la part des pompiers. Le médecin légiste, quand il arrive sur place, il constate qu'effectivement Frédéric Guittard est mort. Il va découvrir 3 orifices, 3 balles qu'il aurait reçues. Une dans le thorax, l'autre dans la tempe, et la dernière dans la nuque. Mélissa est bouleversée par cette vision apocalyptique. Son père a été abattu sauvagement et elle ne comprend pas qui aurait pu lui en vouloir au point de le tuer avec autant d'acharnement. Aussitôt, la scène de crime est gelée. C'est le début d'une affaire hors norme qui va révéler des doubles vies secrètes et des manœuvres machiavéliques.
Ce que peuvent faire tout de suite les enquêteurs, c'est procéder à des relevés d'empreintes digitales. Or, on ne retrouve curieusement aucune autre empreinte digitale sur les lieux que celle de la victime. La scène de crime a été nettoyée. On trouve une trace de gant. Philippe Vénère, ancien commissaire divisionnaire. Ça prouve que les personnes qui sont venues d'une manière intentionnelle, ils avaient pris leurs précautions pour ne pas laisser d'empreinte digitale. Il n'y a pas le moindre indice. Dès le départ, l'enquête s'annonce compliquée. Pourquoi un tueur expérimenté s'en prendrait-il à ce père de famille? Avait-il des ennemis? Pour le découvrir, la police s'intéresse de plus près au profil de la victime. Je dirais qu'il a le physique de sa personnalité. C'est quelqu'un d'assez rond, d'assez jovial, mais qui pour le coup a le physique d'un pilier de rugby. Il fait 110 kilos bien tassés. Mais c'est quelqu'un qui est particulièrement avenant. C'était un personnage affable, gentil, généreux et surtout qui avait beaucoup d'humour. Que ce soit ses amis, Jonathan Proust, avocat des parties civiles. que ce soit ses anciens employeurs, tout le monde est unanime en disant que c'est quelqu'un sans histoire. Les premières auditions ne laissent pas de place au doute. Frédéric Guittard était aimé de tous. Il n'était pas du genre à se faire des ennemis mortels. Alors pour en savoir plus, les enquêteurs décident d'interroger Touria Rafjaoui, la mère de ses enfants dont il était séparé. Touria, quand elle apprend le décès de son mari, c'est le choc pour elle. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Elle a passé 20 ans de sa vie avec lui et donc véritablement elle accuse le coup et elle a l'air dans tous ses états. Ce que Touria va raconter aux enquêteurs pendant son audition, c'est que le week-end qui précédait le meurtre de Frédéric, voilà, sa fille Mélissa était là, son neveu était là aussi. Sofiane Aïssaoui, journaliste. Tout ce qu'elle leur racontera par rapport au lundi, le lundi de la mort de Frédéric, c'est que ce matin-là, elle était uniquement sortie retirer de l'argent, acheter du pain et des cigarettes. Les déplacements de Touria sont confirmés par la téléphonie, et elle non plus, on ne lui connaît aucun ennemi. À ce stade, toutes les hypothèses sont possibles, mais il n'y a aucun suspect. Seule certitude, Frédéric est à la tête d'un important patrimoine. Alors, aurait-on pu en vouloir à son argent? Les enquêteurs s'orientent vers la piste crapuleuse. Dans les bureaux de la police judiciaire, Mélissa, la fille aînée du couple, est entendue à son tour et elle livre un témoignage déterminant. Selon elle, plusieurs objets ont disparu dans l'appartement du papa, notamment l'ordinateur qui était sur le bureau, et on ne va pas non plus retrouver son téléphone portable. Dans la famille de Frédéric, la première réaction qu'ils vont avoir, c'est de se dire « c'est un cambriolage qui a mal tourné ». L'appartement a été fouillé, il y avait un meuble à l'intérieur qui bloquait l'entrée de la porte. Cécilia Rançon, journaliste spécialisée en criminologie. C'est souvent ce que font les cambrioleurs quand ils ne veulent pas être surpris ou gênés quand ils commettent un cambriolage. Un mode opératoire classique. Le ou les voleurs auraient été surpris en pleine action et avant de prendre la fuite, ils auraient abattu le propriétaire des lieux pour ne pas être démasqués. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs vont investir la résidence. Ce qui est très compliqué pour les enquêteurs, c'est qu'en l'occurrence, dans cet immeuble, il n'y a aucun dispositif de vidéosurveillance. Donc ils vont se tourner vers les voisins. Est-ce que vous avez entendu du bruit? Est-ce que vous avez été cambriolé? Ils vont interroger également des artisans, des ouvriers qui étaient en face de l'immeuble de Frédéric à ce moment-là, pour leur demander s'ils ont entendu des bruits de tirs notamment. Donc l'enquête de voisinage va être assez large. On va interroger plus d'une 50aine de personnes aux alentours. Seul un voisin a entendu un bruit sourd vers 10h du matin. Ça pourrait correspondre aux horaires. Pour l'instant, c'est le seul élément qu'on a. Aucun voisin n'a remarqué d'allées et venues suspectes dans l'immeuble. Et surtout, personne d'autre n'a été cambriolé ce jour-là. Les enquêteurs sont perplexes. Les policiers vont un petit peu étudier la configuration des lieux, et notamment ce petit immeuble qui, rappelons-le, est dans un quartier plutôt cossu. Si on veut monter chez Frédéric Guittard, soit on a un badge,
ce cas-là, on peut monter très facilement. Soit on sonne à l'interphone et dans ce cas-là, il nous envoie l'ascenseur. Donc déjà, ça rend très compliqué de monter dans l'appartement de Frédéric Guittard. La résidence de Frédéric Guittard paraît impénétrable, à moins d'y avoir été invité. Les enquêteurs ont des doutes. Certes, il y avait cet ordinateur et le téléphone portable, mais Frédéric avait de nombreux objets de valeur. Il y avait aussi de l'argent liquide et l'argent n'avait pas été subtilisé. De sorte que pour les enquêteurs, on est face à un autre mobile que celui du cambriolage qui a mal tourné. Au fil des investigations, l'hypothèse du cambriolage s'effrite. Mais de nouvelles questions s'imposent aux policiers et donnent une toute nouvelle dimension à l'enquête. Assez rapidement, les enquêteurs vont déduire que il n'y a pas eu d'effraction pour entrer dans l'appartement de Frédéric. On a l'impression que vraiment, il les a laissés entrer. S'il a ouvert à quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qu'il connaissait. Frédéric Guittard aurait-il laissé entrer son agresseur en toute confiance ? Mais qui dans son entourage aurait pu lui en vouloir à mort ? Les enquêteurs se penchent alors de nouveau sur la scène de crime, car l'expertise balistique vient de tomber. Ils vont peut-être en savoir plus sur le profil de l'assassin. Il a utilisé un pistolet d'un calibre 7,65. Frédéric Guittard a reçu une première balle dans le flanc gauche qui ne l'a pas tué, mais en revanche, les 2 autres tirs sont plus précis. Les experts diront qu'on a probablement affaire ici à quelqu'un qui a déjà manié une arme à feu. Là où les tireurs ont ou apposé l'arme sur la nuque de Frédéric et à bout touchant sur le crâne de Frédéric. On a vraiment voulu le tuer. On peut imaginer une scène de cette violence-là. Jean-Philippe Pelletier, avocat des parties civiles. Quand vous êtes un baron de la drogue, mais quand on s'appelle Frédéric Guittard et qu'on est aimé par tout son entourage, il y a quelque chose qui va pas. Ce crime a plutôt l'air d'être un crime de sang-froid, un crime organisé, un crime orchestré. Frédéric Guittard n'avait aucune chance de s'en sortir. L'enquête s'oriente vers une exécution préméditée et plusieurs indices confortent cette hypothèse. Il y a un élément qui est assez surprenant et qui interroge les enquêteurs, c'est la position du corps de Frédéric, qui d'une part est retrouvé allongé sur un radiateur. Jonathan Proust, avocat des parties civiles. Et qui d'autre part est retrouvé dénudé en grande partie. On peut même découvrir son sexe. Il est allongé contre un radiateur. Et ce même radiateur a été arraché du mur. La position du corps n'est pas compatible avec le déroulement des blessures qu'on a infligées à M. Guittard. Philippe Vénère, ancien commissaire divisionnaire. Ce qui laisse supposer qu'on a procédé à une mise en scène. On pourrait croire à première vue qu'on a voulu vraiment le retrouver dans cette posture, dans cette position pour l'humilier. On a voulu exhiber ce corps comme pour lui faire payer quelque chose. Une vengeance d'ordre sexuel, pour les enquêteurs, c'est la piste numéro 1. Ils s'intéressent alors de plus près à la vie intime de la victime. La veille de sa mort, Frédéric Guittard n'a pas dormi chez lui. Et selon ses filles, il entretenait depuis plusieurs mois une liaison. Aujourd'hui, cette femme nous parle dans la plus grande discrétion, car son témoignage est à l'origine du tournant de l'enquête. Quand j'ai rencontré Frédéric Guittard, il était séparé depuis quelques mois. Maîtresse de Frédéric Guittard. On a entamé une relation qui a duré à peu près 5 mois. Il y a eu une pause dans cette relation et elle a reprise par la suite de façon plus discrète puisqu'il avait déjà une autre amie. Elle explique être devenue la maîtresse de Frédéric Guittard pendant les mois qui suivent. Et c'est là que leur relation prend une nouvelle tournure. Elle livre alors une information capitale aux enquêteurs. J'étais au courant des liaisons qu'il avait. C'était quelqu'un qui aimait tout simplement la vie. Donc la sexualité en fait partie. Alors c'est l'étonnement pour les enquêteurs qui apprennent en fait par la maîtresse de Frédéric Guittard que c'est un homme à femme. Cécilia Rançon, journaliste spécialisée en criminologie.
qu'il collectionnait les aventures, qu'il avait un appétit sexuel très développé et qu'il pratiquait surtout le libertinage. Frédéric Guittard, libertin. Et les découvertes des enquêteurs ne s'arrêtent pas là. Son goût pour ces pratiques remonterait à plusieurs années. Il fréquentait déjà les clubs échangistes avec sa femme, Touria. Après la séparation, le père de famille aurait continué ses rencontres dans le milieu. C'est l'étonnement pour les enquêteurs, puisque quand on voit Frédéric Guittard, il apparaît comme un cadre commercial bien sous tout rapport, père aimant, et là on voit une autre facette de sa personnalité. L'homme, devenu un notable dans la région, assumait ses pratiques dans la sphère privée. Mais il cachait sa vie intime au monde extérieur. Les enquêteurs en sont désormais persuadés, la piste d'un assassin croisé dans le milieu libertin est la bonne. Pour les hommes de la PJ, va commencer une enquête d'un genre un peu inédit. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Parce que en dehors de ses sorties dans les clubs, il enchaînait soirée privée sur soirée privée. C'est quelque chose qu'on a pu vérifier dans son appartement, puisque on a retrouvé toutes sortes de gadgets sexuels dans sa chambre. Donc ce sont des éléments qui viennent étayer un petit peu cette thèse. Pour la police, plusieurs hypothèses se dessinent. On peut se demander si Frédéric Guittard, qui enchaînait beaucoup des relations sans lendemain, qui avait un certain nombre de maîtresses plus ou moins attitrées, aurait pas provoqué la colère meurtrière d'un mari délaissé, d'un amant jaloux, que sais-je encore. Cette position complètement inédite du pantalon baissé, il y a peut-être un message à connotation sexuelle. Jean-Philippe Pelletier, avocat des parties civiles. Et donc, quand on apprend qu'il pratique l'échangisme, il y a peut-être la clé de l'énigme qui se trouve dans ce milieu-là. Mais l'enquête se complique. Les adeptes du libertinage restent le plus souvent discrets sur leur pratique. Les policiers se heurtent à un cercle très fermé. C'est vrai que c'est un milieu qui est relativement opaque, sous couvert de l'anonymat. On se rencontre, on se découvre, on passe des soirées ensemble. Quand on participe à des soirées ou quand on se voit, on ne dévoile pas son identité. Ils vont devoir aller faire le tour des clubs échangistes de la région, interroger tous les contacts de Frédéric Guittard dans ce milieu, et Dieu sait s'ils étaient nombreux. Sur le terrain, l'enquête ne donne rien. Mais les policiers continuent de creuser et ils découvrent que Frédéric Guittard se connectait sur des sites spécialisés. Un monde virtuel où l'on dissimule encore plus facilement son identité. Il va y avoir des investigations sur Internet, des relevés sur les sites, sur les applications, et des personnes ont été entendues dans le cadre d'auditions libres pour raconter leur soirée. Alors, dans la plus grande discrétion, les enquêteurs interrogent à tour de rôle les maîtresses de Frédéric Guittard. Et elles sont unanimes. C'était pas uniquement sexuel. Frédéric développait des relations très fortes avec ses différentes conquêtes. Frédéric, c'était quelqu'un de bienveillant qui n'était pas agressif ni quoi que ce soit. Maîtresse de Frédéric Guittard. Donc il n'y avait aucune raison pour que ces relations se passent mal. Il y a des codes, il y a, je dirais même un code de l'éthique, c'est-à-dire qu'on ne force pas, il n'y a pas de drague lourde. Les différentes rencontres qu'il faisait reposaient sur le consentement, le respect, l'attention donnée à l'autre. Donc c'était pas compatible avec sa fin de vie. L'hypothèse d'une vengeance dans le milieu libertin devient de moins en moins plausible. Mais pour les enquêteurs, le fait de retrouver Frédéric dans cette position n'est pas anodin. Ce que révèle cette scène de crime, c'est que l'auteur des faits a voulu faire croire peut-être à une mise en scène liée à son goût pour le sexe.
Ça veut dire que, 1, c'est une mise en scène, et puis ça veut dire aussi, 2, que celui qui met en scène a la connaissance du monde dans lequel évolue Frédéric Guittard. Et ça, c'est un élément important pour les enquêteurs. Ça va permettre de commencer à comprendre Sofiane Aïssaoui, journaliste. qu'effectivement, c'est peut-être des personnes très proches de Frédéric Guittard qui auraient pu le tuer. Après des mois d'enquête sur la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné, puis dans le milieu très fermé des libertins, la police n'a toujours pas de piste, ni de vrai mobile. Seule certitude, l'assassin connaissait la victime et il est venu avec la volonté de tuer. Alors, qui dans le cercle des intimes de Frédéric Guittard pourrait vouloir sa mort ? L'affaire est loin d'être terminée et l'enquête va mener les policiers à plus de 1000 kilomètres de là. L'enquête est au point mort lorsque les policiers reçoivent les relevés téléphoniques de Frédéric Guittard. Son téléphone avait été volé par l'assassin. Mais ils parviennent à géolocaliser le portable le matin du crime, avant que celui-ci ne cesse d'émettre. Ce dont ils vont se rendre compte, c'est que le téléphone a voyagé après le meurtre. Vers 9h30, 9h35, le téléphone de Frédéric Guittard va quitter l'appartement et va ensuite activer différentes balises avant de cesser d'émettre à Écomois, qui est une petite ville située au sud du Mans, aux alentours de 10h. Le signal du téléphone se perd à 30 km du Mans, en direction du sud de la France. Mais les policiers étendent leurs recherches à tous les téléphones qui suivent le même trajet. Le premier des réflexes, c'est de regarder si d'autres téléphones activent et désactivent des balises au même moment. Et là, bingo, les enquêteurs s'aperçoivent que le téléphone de Frédéric Guittard active et désactive les mêmes balises au même moment avec un autre téléphone. Cet autre téléphone, c'est celui de Jean-François Ornano. Jean-François Ornano, un nom jusque-là inconnu dans l'enquête. Il ne figure pas parmi les proches de Frédéric Guittard. Pour la police, son lien avec la victime reste un mystère. Les enquêteurs vont se demander qui est cet individu. Jonathan Proust, avocat des parties civiles. Est-ce qu'il est venu chez Frédéric Guittard pour le tuer? Pour quelles raisons? Quels sont ses liens entre eux? La police du Mans veut savoir s'il est fiché. Mais l'homme de 41 ans n'est pas connu de leur service. Ils commencent alors une étroite surveillance qui les conduit à l'autre bout de la France. Jean-François Ornano vit en Corse, à Ajaccio. C'est un homme assez sec. Pascal Rouillet, avocat de la défense. Assez athlétique, pas très grand. Il est père d'une jeune fille. Il est séparé de la mère de cet enfant. Il n'a pas du tout le profil d'un délinquant et à plus forte raison d'un assassin. Pourtant, cet homme au-dessus de tout soupçon est en possession du téléphone de la victime. Les enquêteurs doivent maintenant établir un lien avec Frédéric Guittard. Pour cela, ils passent au peigne fin toute sa vie. Les enquêteurs découvrent que Jean-François Ornano est en couple avec Magali Pinardot. Ils sont ensemble depuis 6 mois, mais c'est vraiment une grande histoire d'amour. Et là, on va découvrir quelque chose de proprement stupéfiant. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. La fameuse Magali n'est autre que la meilleure amie de Touria. Touria, c'est-à-dire l'épouse de la victime. C'est un véritable rebondissement dans l'enquête. Magali et Touria se contactent régulièrement. Pour les enquêteurs, c'est la preuve que le téléphone de la victime n'a pas pu se retrouver par hasard dans la voiture de Jean-François. Alors, quel est le lien qui unit ces 3 personnes dans l'histoire ? Pour le savoir, ils doivent s'intéresser de plus près à la relation qu'entretiennent les 2 femmes. Ce qui est clair, c'est que Jean-François n'a absolument aucun lien avec Touria.
En revanche, sa compagne, Magali Pinardo, a un lien extrêmement fort avec Touria. En faisant les relevés de téléphonie, on se rend compte qu'elle se parle pendant des heures au téléphone. Elle s'appelle parfois plusieurs fois dans la journée, des centaines de SMS, des messages sur Messenger. On n'arrête pas d'échanger entre Ajaccio et Le Mans. Elles ont un besoin quasi viscéral de se parler tous les jours par téléphone. Une amitié qui remonterait à plusieurs années. Pourtant, Magali ne vit pas au Mans. C'est grâce à une amie commune que les deux femmes se sont rencontrées. À l'époque, Magali habite la région parisienne où elle est assistante juridique, mais elle souffre d'une maladie orpheline qui la fatigue, alors elle décide de changer de vie. Pour se ressourcer, elle part en Corse, et c'est là qu'elle rencontre Jean-François. Et même avec la distance, Touria et Magali gardent un lien indéfectible. Cette relation exclusive intrigue au plus haut point les enquêteurs, et en analysant leurs échanges, ils découvrent des éléments troublants. On va s'apercevoir que Touria Rafjaoui se confie à Magali Pinardo, qui ne cesse de reprocher à Frédéric Guittard d'être infidèle. Jean-Philippe Pelletier, avocat des parties civiles. Le fait qu'il ne lui laissera rien dans le cadre du divorce qu'ils vivent en ce moment. Les enquêteurs vont prendre conscience aussi que Magali, en fait, est très empathique. Magali partage la colère de Touria. Les enquêteurs sont stupéfaits. Touria vivait en fait un divorce conflictuel, et elle s'était bien gardée de le leur préciser lors de son audition. Pourtant, le contenu de ces messages ne laisse pas de place au doute. Elle en voulait à Frédéric, et visiblement, Magali aussi. Mais jusqu'à quel point ? La police est de plus en plus intriguée par ce couple corse. Alors les enquêteurs passent en revue toutes leurs allées et venues ces derniers mois. Et coup de théâtre. Le week-end qui précède la mort de Frédéric est extrêmement intéressant du point de vue de la téléphonie, car les enquêteurs constatent que Magali et Jean-François étaient présents en Sarthe depuis le début du week-end. Et où est-ce qu'ils étaient exactement ? Cécilia Rançon, journaliste spécialisée en criminologie. Eh bien, ils étaient hébergés chez Touria Rafjaoui. Lorsqu'elle a été entendue par la police, Touria a mentionné la présence de ses filles et de son neveu chez elle. Or, une enquête de voisinage confirme que le couple corse a participé à une fête des voisins avec Touria ce week-end-là. Mais alors, pourquoi a-t-elle caché la présence de Magali et de Jean-François aux enquêteurs ? Pour le savoir, ces derniers analysent maintenant les échanges téléphoniques entre les deux conjoints. Et ce qu'ils découvrent accélère toute l'enquête. Sur le dernier mois qui précède la mort de Frédéric Guittard, il y a des échanges entre Magali et Jean-François qui intriguent beaucoup les enquêteurs. Par exemple, un message que Magali écrit à Jean-François. « Ma meilleure amie qui est harcelée par son mari, un gros bâtard qui vient de lui dire que c'est dommage qu'elle se soit ratée lorsqu'elle a tenté de se suicider. » Et Jean-François Ornano répond tout de suite et de lui expliquer la vie à cet enfant de putain et qu'on peut aller faire un petit tour au Mans. Magali lui répond 2 minutes plus tard, le plus rapidement possible, mais franchement, c'est une balle dans la tête qu'il mérite. Jean-François s'empresse de répondre « Eh bien, dis-moi, et nous y allons ». Des messages accablants d'après les enquêteurs, d'autant que les échanges ont lieu à peine 2 semaines avant la mort de Frédéric Guittard. On évoque une balle dans la tête. Sofiane Aïssaoui, journaliste. On se rend compte qu'ils évoquent un meurtre. Vous avez le couple Pinardo-Ornano, Jonathan Proust, avocat des parties civiles, qui commence à fomenter cette mort de Frédéric Guittard. C'est quand même assez énorme comme coïncidence que quelqu'un meure quelques semaines après que 2 personnes aient précisément décrit la manière dont il allait mourir.
Donc là, à ce moment-là, clairement, les enquêteurs se disent qu'ils ont peut-être trouvé les auteurs de ce crime. Pour les policiers, c'est la preuve qu'un plan macabre a été orchestré juste avant le crime. Aussitôt, ils décident de mener une perquisition à leur domicile en Corse. C'est une opération digne un peu des films policiers qui se met en place en Corse. Comme on pense que Jean-François Ornano est armé, on prend toutes les précautions qu'il faut. Il y a des repérages qui sont faits par hélicoptère. On met vraiment le paquet parce qu'on soupçonne ce couple de détenir des armes et d'avoir peut-être quelque chose à voir avec la mort de Frédéric Guittard. Au petit matin du 16 janvier 2016, 6 mois après le meurtre, la police judiciaire d'Angers, aidée par la brigade d'Ajaccio, investit les lieux. Leur première réaction lorsque la police arrive pour perquisitionner à leur domicile, c'est une réaction de surprise, une réaction d'étonnement. On leur parle à ce moment-là de Frédéric Guittard, ils répondent qu'ils ne connaissent pas cette personne. Ils ne nient pas en tout cas connaître Touria Rafjaoui, mais ils n'ont jamais été en contact avec Frédéric Guittard. Le domicile du couple est évidemment passé au peigne fin, rien n'est laissé au hasard. On fait les chambres, on fait tous les tiroirs, on ne laisse absolument rien de côté. Et les enquêteurs font une découverte inquiétante. Ils tombent sur une carabine 22 long rifle cachée au fond de l'armoire. Au moment où on va saisir l'arme, ne serait-ce que pour la comparer avec le calibre qui a servi à tuer Frédéric Guittard, on va interroger Jean-François Ornano sur la provenance de cette arme. On sait que ce n'est pas une carabine qui a tué Frédéric Guittard, mais ce qu'on voit, c'est que Jean-François Ornano a un goût très prononcé pour les armes à feu. Jean-François Ornano affirmera qu'il pratique le tir dans des clubs, et donc aucune difficulté par rapport à ça. Clairement, le profil qui se dessine pour Jean-François, c'est celui d'un amateur d'armes, d'un amateur de tir. Un comportement qui interroge. Alors, les enquêteurs passent au crible toute la maison à la recherche d'une preuve solide. En fouillant dans la chambre de la fille qui a 12 ans de Jean-François, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. il découvre un élément absolument décisif. On tombe sur l'ordinateur portable de Frédéric Guittard. Et c'est là où l'étau va commencer à se resserrer, lorsqu'on va découvrir que cet ordinateur provient de l'appartement de Frédéric Guittard. L'ordinateur a été vidé de son contenu, mais le numéro de série correspond. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute, le couple corse est mêlé à l'assassinat de Frédéric Guittard. Magali et Jean-François vont devoir s'expliquer. Aussitôt, ils sont placés en garde à vue, chacun dans une salle. Tout l'enjeu est de les mettre face à leurs contradictions pour que l'un des deux finisse par avouer. Jean-François Ornano ne se démonte pas, il explique qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Il a vu Touria Rafjaoui, mais à aucun moment il n'est entré en contact avec Frédéric Guittard. Concernant l'ordinateur, il explique sereinement qu'il s'agit d'un cadeau de Touria à sa femme. Il ne sait rien de plus. Mais l'enquêteur lui montre une preuve solide, le bornage. Comment explique-t-il que le portable de la victime ait suivi le même trajet que lui le jour de sa mort? Et face à ça, Jean-François Ornano va pas se démonter. Jean-Philippe Pelletier, avocat des parties civiles. Et la meilleure défense étant l'attaque, va expliquer aux enquêteurs que une seule explication est possible, c'est qu'on a essayé de le piéger. Qu'on a essayé de le baiser, pour citer ces termes. Il est dans une posture un peu agressive, en répétant à qui veut l'entendre que lui n'a strictement rien à voir avec la mort de Frédéric Guittard qu'il ne connaît pas. Et donc à ce moment-là, les policiers se demandent si c'est pas plutôt sur elle qu'il va falloir mettre la pression et si c'est pas plutôt Magali, le maillon faible dans ce couple. Dans la salle voisine, les enquêteurs sentent Magali plus affectée. Alors plutôt que de l'interroger directement sur le meurtre, ils orientent leurs questions sur son amitié avec Touria.
À force d'être mise en confiance par les enquêteurs, Magali va livrer des informations assez capitales pour la suite de l'enquête. D'après ses échanges avec Touria, le divorce entre sa copine et son mari se passait très très mal. En tout cas, beaucoup plus mal que le couple pouvait le laisser transparaître. L'enjeu de ce divorce, c'est évidemment l'argent. Vous avez un couple avec une très grande disparité de ressources. On sait qu'il avait 300 000 euros d'économie, qu'il avait plusieurs biens locatifs. Cécilia Rançon, journaliste spécialisée en criminologie. Et Touria Rabjaoui, elle, de son côté, n'a jamais travaillé. Touria craignait de se retrouver sur la paille une fois que le divorce serait prononcé. Magali parle de disputes fréquentes au sein du couple Guittard, au point que Touria sombre dans l'alcool et la dépression. Elle aurait même voulu se suicider. Mais selon Magali, Frédéric restait intraitable concernant son patrimoine, ce qui déclenchait chez Touria des colères incontrôlables. Touria Rabjaoui était extrêmement insistante concernant l'argent. Frédéric Guittard, de son côté, en avait marre. Frédéric lui aurait imposé un abominable chantage. Si tu continues vraiment à me harceler avec ces histoires d'argent, eh bien, je vais révéler des photos de toi dans des positions lascives. Peut-être dans des clubs échangistes, dans des ébats à plusieurs, enfin quelque chose quand même d'assez compromettant dans cette petite ville. Donc Frédéric aurait trouvé ce moyen de la mettre à l'écart en lui disant que cette photo... Jonathan Proust, avocat des parties civiles. Elle finirait sur la boîte mail d'un de ses frères ou de ses parents si elle continuait de le harceler continuellement. Pour les enquêteurs, ce chantage est sans doute la clé de l'énigme. Ils décident de pousser Magali dans ses retranchements. Alors ils l'interrogent. Est-ce que cette menace a été le déclencheur d'un projet criminel ? Magali va dire que c'est absolument inadmissible d'agir de la sorte et elle va se dire avec Jean-François qu'il pourrait aller récupérer sur l'ordinateur de Frédéric ce fameux fichier compromettant. Donc ce qu'elle va expliquer, c'est que le week-end de la fête des voisins, on a un peu picolé, on a un peu discuté, et de fil en aiguille, dans ce trio, est née l'idée d'aller voir Frédéric Guittard, mais pour l'impressionner. Magali l'avoue, c'est ce soir-là que le plan aurait germé. Le but était d'impressionner Frédéric Guittard chez lui pour qu'il supprime les photos. Mais les enquêteurs l'arrêtent. Selon eux, il ne s'agissait pas d'une simple intimidation. Ils ont fait face à une scène de crime terrifiante. Alors ils lui demandent de s'expliquer. Magali s'effondre. Elle reconnaît que tout a dérapé. Et voici ce qu'elle raconte. Magali Pinardot va révéler que pendant le week-end, Touria va lui remettre un badge qui permet justement l'entrée dans l'immeuble de Frédéric Guittard. Le dimanche en fin de journée, il est décidé d'un repérage. Pascal Rouillet, avocat de la défense. Et Touria va guider Jean-François et Magali jusqu'au domicile de Monsieur Guittard, ce qui permet au couple corse de repérer les lieux, la porte d'entrée et jusqu'à quel étage il faut aller. À leur retour à la maison, Magali glisse un pistolet dans son sac. Elle explique l'avoir ramené de Corse avec elle dans le seul but de faire peur. Le lendemain à 8h, le couple monte en voiture, Touria les suit et part les attendre sur un parking de supermarché. Le lundi matin, Jean-François et Magali vont se rendre sur place. Ils vont passer le badge en bas de l'immeuble. Et avant de monter à l'appartement, Magali, comme Jean-François, prennent le soin d'enfiler des gants. Magali et Jean-François sonnent chez Frédéric Guittard. Et là, il a fallu lui faire ouvrir la porte. Magali déclare qu'elle s'est présentée en arguant du fait qu'elle venait pour nourrir le lapin Babouche.
C'est le lapin de l'une des filles du couple. Frédéric Guittard lui ouvre alors la porte en toute confiance. À ce moment-là, Magali Pinardot va expliquer que c'est elle qui tient l'arme, qu'elle va utiliser l'arme, mais au départ, dit-elle, uniquement pour l'impressionner. Jean-Philippe Pelletier, avocat des parties civiles. Va lui demander d'effacer les fichiers compromettants s'agissant donc de Touria Rafjaoui. Frédéric Guittard ne la prend pas au sérieux et c'est là que la première balle part. Une balle dans le flanc gauche. Frédéric est gravement blessé. Il titube et se déplace dans tout l'appartement en se vidant de son sang. Magali insiste. Frédéric refuse, la traitant de folle. Elle va pas être très claire ensuite sur ses déclarations. Elle va parler d'un deuxième tir. Précisant à ce moment-là qu'elle a utilisé un coussin entre le visage de Frédéric Guittard et l'arme. Magali affirme aux enquêteurs que Frédéric Guittard était toujours en vie quand elle quitte l'appartement avec Jean-François. Il s'enfuit à toute vitesse, emportant avec eux l'ordinateur contenant les fichiers compromettants et le téléphone de la victime. À partir de là, ils rejoignent Touria Rafjaoui qui est garée sur le parking. Sans lui dire vraiment ce qui s'est passé, Touria Rafjaoui comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Elle leur dit en tout cas qu'elle ne veut pas récupérer l'ordinateur portable ni le téléphone. Le plus naturellement du monde, elle et Jean-François sont rentrés ensuite en Corse. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et que elle s'est débarrassée du téléphone portable de Frédéric Guittard et de l'arme du crime en le jetant depuis le bateau qui les ramenait du continent jusqu'en Corse. Magali explique que Jean-François est toujours resté à ses côtés, mais que c'est bien elle qui a tiré. Elle pensait juste l'intimider pour défendre son ami. À l'issue de ses aveux, Magali est effondrée. Elle demande alors une faveur aux enquêteurs. Elle souhaiterait écrire une lettre à l'homme de sa vie. Sur ce fameux courrier, Magali va s'excuser auprès de Jean-François pour avoir commis ce crime. En lui disant qu'elle est vraiment désolée de l'avoir mis dans l'embarras, de l'avoir mis dans cette histoire. Qu'elle l'aime et qu'elle ne l'oubliera jamais. Les enquêteurs tiennent maintenant leur coupable, Magali Pinardot. L'affaire est bouclée. Ils transmettent alors le courrier aux policiers qui auditionnent Jean-François Ornano dans la salle voisine. Mais quand celui-ci découvre les mots d'amour de sa compagne, il change radicalement de version. Jean-François va donner sa vérité. Jonathan Proust, avocat des parties civiles. Sa vérité est totalement surprenante puisqu'il s'accuse à son tour de l'assassinat de Frédéric Guittard. Donc il va dire que Magali n'était pas dans l'appartement, qu'elle l'attendait dehors, en bas, dans la voiture, donc elle n'a rien à voir avec l'homicide proprement dit. Jean-François, lui aussi, parle d'une intimidation qui aurait mal tourné. Il reconnaît l'avoir exécuté d'une 3e balle dans la tempe, à bout touchant. Mais il va encore plus loin dans ses déclarations. Et l'affaire prend une nouvelle direction. Jean-François Ornano explique que Touria était tout à fait au courant de ce qui se passait. Il va lui montrer l'arme qu'il a apportée. Jean-Philippe Pelletier, avocat des parties civiles. Et en regardant l'arme, Touria Rafjaoui lui aurait dit « Je veux qu'il meure ». La défense de Jean-François Ornano à ce moment-là est clairement de dire Sofiane Aïssaoui, journaliste. Je n'ai jamais eu l'intention de tuer Frédéric Guittard, c'est Touria qui m'a fait tuer cet homme. Selon Jean-François, Touria serait donc l'instigatrice du crime. En déversant tous ses malheurs à Magali, elle l'aurait manipulé tous les jours pendant des mois, au point que Magali lui propose de l'aider et d'intervenir. Et qu'ensuite, tout dérape.
Pour les enquêteurs, Magali et Jean-François sont bien les auteurs du crime. Le 17 janvier 2016, ils sont tous les deux mis en examen pour assassinat. Mais les policiers sont loin d'en avoir fini. Ils imaginent un trio machiavélique avec au cœur de l'affaire Touria Ravjaoui qui aurait tout orchestré. De retour au Mans, ils l'arrêtent sur le champ et la placent en garde à vue. Touria Ravjaoui, elle dit simplement qu'elle était d'accord pour une manœuvre visant à calmer, à impressionner, voire à corriger Frédéric Guittard, mais elle dit, moi, jamais lorsque je remets ce badge à Jean-François Ornano, j'imagine qu'il va aller le tuer. Selon ses dires, c'est Jean-François Ornano qui aurait insulté et traité son mari de connard, de salopard. Cécilia Rançon, journaliste spécialisée en criminologie. Il méritait une bonne correction et que quelque part, elle aurait été, entre guillemets, un peu enivrée par ses dires. Face aux enquêteurs, Touria clame son innocence. D'ailleurs, elle n'est pas montée chez Frédéric Guittard et rien ne la relie au crime. Mais les policiers doutent de sa version. Selon eux, Touria avait une bonne raison de vouloir la mort de son mari. En tout cas, il y a quelque chose qui interpelle les policiers, c'est que les couples de Corse venus de 1000 kilomètres, qui connaissaient à peine Frédéric Guittard, n'avaient aucun mobile à le voir disparaître. Il y a une seule personne dans toute cette histoire qui a un mobile, c'est Touria. Ce qui intéresse Touria Ravjaoui dans la rupture avec Frédéric Guittard, c'est de pouvoir obtenir de l'argent dans la séparation. L'avocate de Touria n'a pas souhaité s'exprimer. Mais selon ses anciens conseils, le mobile financier ne tient pas. Les modalités du divorce convenaient à Touria et elle n'aurait eu aucun intérêt à tuer le père de ses filles. Alors Touria aurait-elle tout commandité pour récupérer le patrimoine de son mari? Et qui a vraiment porté le coup fatal à Frédéric? Les accusés se renvoient la balle. Ils sont tous les trois placés en détention dans l'attente de leur procès. Touria est mise en examen pour complicité d'assassinat. Ses filles n'en reviennent pas. Elles sont anéanties. Pour Mélissa et Salomé, c'est l'hécatombe. C'est vraiment un choc. Enfin, il faut vraiment s'imaginer la place de ces deux jeunes filles qui perdent un père adoré. Elles l'aimaient énormément. Et au bout de 6 mois d'enquête, elles se rendent compte que leur mère est certainement impliquée de manière très élevée dans la mort de leur père. Et puis c'est surtout le goût amer de la trahison qui revient. Ce double jeu, mené pendant plusieurs mois, ce rôle de mère éplorée, ce rôle de femme blessée, c'est un peu la double peine pour la famille. 3 ans et demi après le drame, le procès très attendu de l'affaire Guittard doit s'ouvrir le lundi 28 janvier 2019 aux Assises du Mans. Les proches de la victime espèrent enfin avoir des réponses pour démêler le vrai du faux. Mais un événement aussi inattendu que brutal survient 11 jours avant les débats. Un soir, un journaliste m'appelle pour me demander quelle est ma réaction face à la mort de Magali Pinardo. Jonathan Proust, avocat des parties civiles. À ce moment-là, les bras m'en tombent. Elle s'est suicidée avec des médicaments et elle a emporté son secret avec elle puisqu'elle n'a laissé aucune lettre. Et finalement, on va se retrouver avec 2 accusés et non 3. C'est le coup de théâtre magistral avant l'ouverture de ce procès d'assises. Le procès aura bien lieu. Et une seule question demeure maintenant. Touria est-elle l'instigatrice de cette sanglante tragédie? Elle risque la perpétuité. Mais si elle parvient à convaincre de son innocence, elle peut espérer l'acquittement. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Car Jean-François Ornano, accusé d'assassinat, est bien décidé à ne pas se laisser faire. Dès l'ouverture des débats, les filles de Frédéric prennent la parole.
Elles viennent à la barre pour dresser le portrait d'un père idéal. Elles sont bouleversées. C'est une grande émotion parce que elles sont un peu perdues. Ce sont en quelque sorte des orphelines, c'est ce qu'elles diront. On n'a plus de papa parce qu'il est mort, et puis on n'a plus vraiment de maman parce que elles sont convaincues de la culpabilité de leur mère. Mélissa, la fille aînée, explique clairement Sofiane Aïssaoui, journaliste. que si elle est présente, c'est parce qu'elle a envie que sa mère paye pour le meurtre de son père. Mélissa et Salomé sont en larmes. Et là, nouveau coup de théâtre, dans un silence de cathédrale, Jean-François demande à prendre la parole. Il dit ne plus pouvoir supporter l'indifférence de leur mère face à leur tristesse. Tout le monde se pose la question, que va-t-il révéler? Est-ce qu'il va avouer? Sauf que ce qu'il raconte, en fait, c'est que la personne qui est derrière tout ça, derrière le meurtre de Frédéric Guittard, c'est Magali. Il dit je ne peux plus garder pour moi. Moi, je sais ce qui s'est passé, je vais vous dire ce qui s'est passé. Pascal Rouillet, avocat de la défense. Et jusque-là, je ne pouvais pas le dire, comprenez-le, parce que je protégeais Magali. Il explique qu'il est resté en bas, dans la voiture, qu'il a laissé Magali monter. Et que c'est bien plus tard qu'il apprendra dans le journal que Frédéric Guittard a été assassiné. La salle est médusée. Jean-François Ornano se dit innocent. Mais pour les parties civiles, cette version ne tient pas. L'accusé chercherait à se défausser sur sa compagne maintenant décédée. C'est lui qui est aguerri au tir. Et surtout, Magali n'aurait jamais pu affronter seule Frédéric Guittard. Alors ces nouvelles révélations auront-elles convaincu les jurés? Dans l'autre box, Touria Ravjaoui continue, elle aussi, de clamer son innocence. Elle revient sur ses déclarations de garde à vue et elle explique qu'elle n'a jamais donné au couple corse le badge d'accès à la résidence de Frédéric. Elle plaide toujours l'acquittement. Après 2 semaines de procès, le procureur requiert 30 ans de prison pour les 2 accusés. C'est maintenant au jury de trancher. Jean-François a-t-il tiré les coups de feu fatals à Frédéric? Et Touria a-t-elle commandité ce meurtre effroyable? Après une dizaine d'heures de délibéré, bien la cour d'assises de la Sarthe va reconnaître coupable Touria Ravjaoui et Jean-François Ornano, non pas de l'assassinat de Frédéric Guittard, mais de complicité d'assassinat. Jean-François Ornano a été condamné à 15 ans de prison. La cour d'assises a estimé qu'elle n'avait pas suffisamment d'éléments Jean-Philippe Pelletier, avocat des parties civiles. pour se convaincre que Jean-François Ornano avait participé directement à l'assassinat. Touria Ravjaoui écope d'une plus lourde peine, 20 ans de prison pour complicité d'assassinat avec instigation. Ça veut dire que Touria est la commanditaire de ce crime. Cécilia Rançon, journaliste spécialisée en criminologie. Et que c'est elle qui a quelque part tout organisé, même si elle n'a pas tenu l'arme. C'est un verdict qui va décevoir les filles de Frédéric, qui s'attendaient à des peines plus hautes. Elles ont le sentiment que finalement on est passé à côté de la vérité. Que finalement la personne qui a été désignée comme l'auteur de l'assassinat, c'est celle qui avait le tort d'être absente du procès parce qu'elle s'est suicidée. Dès l'énoncé du verdict, Touria Ravjaoui conteste sa condamnation et elle demande un nouveau jugement. Quant à Jean-François Ornano, c'est le parquet qui fait appel de la décision. 17 décembre 2020, à Angers, devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. Après plusieurs jours d'un procès en appel intense, les 2 accusés écopent finalement de la même peine, 20 ans chacun. L'ex-femme de Frédéric Guittard pour complicité d'assassinat, tandis que Jean-François Ornano est lui reconnu coupable d'assassinat. Pour les filles de Frédéric et pour toute la famille Guittard, le moment est désormais venu de se reconstruire.
Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.